Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de La vie rêvée des femmes. Vous êtes sur Jade FM 99.7 avec Sophie et Véro. Bonjour Sophie, contente de te retrouver. Bonjour Véro, ravie également. Pour ce 5e volet de La vie rêvée des femmes, nous recevons Fanny Pacro, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'elle est la suppléante de notre député local, Jean-Michel Brard. Bonjour Fanny. Bonjour Véro. Bonjour Fanny, bienvenue parmi nous, très contente de vous accueillir. Bonjour Sophie. Fanny, nous allons aborder avec vous dans cette émission la façon dont vous êtes arrivée à ce poste et comment vous avez réussi à prendre cette place en tant que femme. Mais tout d'abord, pourriez-vous rapidement vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Fanny Pacro, j'ai bientôt 49 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants de 20 et 19 ans. Et donc, je suis la suppléante de Monsieur Brard depuis quasiment 1 an. Et en quoi consiste la fonction de suppléante d'un député ? Quel est votre rôle ? Quel travail vous effectuez au quotidien ? Alors, il y a 2 choses que je dois distinguer en fait, parce que par rapport à Monsieur Brard, je suis à la fois sa suppléante, mais aussi sa collaboratrice en circonscription. La suppléance, c'est dans le cadre de l'élection législative, où en fait un député doit être élu avec un remplaçant. Donc, on a été élus ensemble, Jean-Michel et moi. Et ce remplacement, il peut s'opérer dans certains cas très particuliers. Par exemple, si une mission de 6 mois lui était confiée et qu'il ne pouvait pas remplir sa mission, dans ce cas-là, c'est le suppléant qui prend la fonction de député. S'il est nommé à des fonctions supérieures, par exemple secrétaire d'État ou ministre, puisqu'on sait que les parlementaires sont un peu un vivier pour le gouvernement, donc dans ce cas-là aussi, le suppléant devient député. Et puis également en cas de maladie, par exemple, mais vraiment invalidante. C'est une maladie qui, pas s'il a bien sûr une grippe ou quelque chose de ce type-là, il faut que ce soit une maladie qui l'empêche vraiment d'exercer aussi son mandat, et auquel cas, bien sûr, je le remplacerai. Et puis effectivement, en cas de décès. Et en tant que collaboratrice, quel travail vous effectuez ? Alors, effectivement, on a fait ce choix-là, que je sois là au quotidien avec lui, parce que pour pouvoir remplacer un député, c'est important de connaître les sujets. Si on est là uniquement pendant le temps de la campagne législative, et puis qu'après, on n'est plus présent et qu'on est amené à remplacer la personne, c'est vrai qu'on peut être un peu en difficulté, parce qu'il y a énormément de sujets, c'est touffu, il faut être dedans. Donc ça permet d'avoir cette capacité à vite se mettre dans les sujets. Bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage, mais en tout cas, ça peut permettre ça. Dans le cas de cette union, ce rapprochement avec Jean-Michel, c'était aussi qu'on a des sensibilités politiques différentes, et que l'idée, c'était que moi, je sois aussi présente au-delà des élections. Et comme ça, on entretient un dialogue permanent, hein, lui étant plutôt centre-droite et moi centre-gauche. Et ça permet d'être dans le jeu en permanence et d'entretenir un dialogue, une discussion, et du coup de partager les choses et les sujets, et voilà, d'être un peu plus dans le cadre qu'on s'était fixé, et donner du sens à cette union initiale en fait. En étant au cœur de l'action et en collaborant et n'étant pas juste une remplaçante en cas de besoin. Très bien. Et il y a d'autres collaboratrices ou collaborateurs ou Alors vous voilà, êtes la seule ? les collaborateurs, en fait, alors moi en circonscription, j'ai une tâche qui est assez spécifique, qui va être à la fois de traiter toutes les sollicitations d'habitants, d'associations, d'entreprises et de collectivités, mais également d'organiser son travail sur le terrain. C'est important pour un député d'avoir une bonne connexion avec son terrain, parce que selon la circonscription qu'on peut avoir, il y en a qui ont donc, chez nous, ça va être la spécificité, par exemple, c'est qu'on est en milieu, il y a une zone littorale, c'est un milieu rural, et c'est différent, les sujets vont être différents de ceux d'un député qui sera en métropole, ou un député qui se trouve dans un territoire montagneux, par exemple. Et donc, il y a des choses spécifiques auxquelles il doit être attentif, parce qu'il doit pouvoir les relayer. Par exemple, les enjeux littoraux, le recul du trait de côte, les questions liées à la pêche. Si c'est pas un député du littoral qui est vigilant et qui porte ces sujets-là au niveau national, ça va pas être un député qui est issu de territoires montagneux qui le fera. Et donc, mon travail, c'est vraiment de travailler cette connexion pour qu'il ait bien connaissance des enjeux, des spécificités de son territoire, pour qu'au moment où il décide d'une loi, il puisse prendre ça en compte en amont. Tout à fait. Et du coup, c'est un travail à temps plein ?
Alors oui, c'est un travail à temps plein. Alors la différence aussi, ce que j'ai pas précisé, de mes collègues sur Paris, collaboratrices, puisque j'ai 2 collègues à mi-temps sur Paris, elles vont être plus dans le travail, de préparation des commissions, des projets de loi, avec des compétences plus, au niveau, juridique, de ce type-là. Donc pour travailler les projets de loi, les amendements, les choses de ce type-là. Et oui, c'est un travail à temps plein, ça m'occupe beaucoup, d'autant que la circonscription, elle est vaste. C'est 37 communes, la 9e circonscription de Loire-Atlantique. Ça correspond peu ou prou au Pays de Ré historique, donc c'est assez grand. Moi, personnellement, j'habite Corcouët-sur-Logne, donc pour venir à Pornic, c'est quasiment 1 heure de route. Donc il faut sillonner, il faut parcourir, donc déjà, il y a des temps, de déplacement. Et puis oui, il y a fort à faire, en effet. Et c'est un travail rémunéré. Alors, autant la suppléance, il y a strictement aucune indemnité d'attaché, aucun revenu, voilà, qui est attaché à ça. Par contre, effectivement, en tant que collaboratrice, je suis employée, du coup, par le député. En fait, c'est le député qui emploie ses collaborateurs. Et là, j'ai une rémunération, en effet. D'accord. Et vous étiez déjà la suppléante du précédent député. Pour quelle raison avez-vous accepté de poursuivre ce travail avec le nouveau député? Alors, ça s'est pas fait simplement. Enfin, pour moi, c'était pas un choix forcément évident. Alors, pour rappeler un peu le contexte, effectivement, auparavant, j'étais la collaboratrice et suppléante de Monsieur Horry. Et puis, il y a eu cette fameuse dissolution, hein, qui a pris un peu tout le monde de court. Monsieur Horry n'a pas souhaité renouveler sa candidature. Dans un premier temps, d'ailleurs, il m'avait conseillé de partir, enfin de candidater. Moi, je me sentais un peu verte, je dirais, parce que ça faisait que 2 années que j'étais dans la partie. Et dans le même temps, en fait, Monsieur Brard était sollicité par différents groupes politiques pour effectivement candidater. Et donc, il m'a appelé un soir en me faisant part du fait voilà, on l'encourageait, on l'incitait beaucoup à faire campagne et qu'elle me proposait donc de partir avec lui. Alors, sur le moment, ça m'a paru extrêmement pertinent parce que, bah, effectivement, comme je vous le disais, moi, je me sentais pas forcément hyper armée. Donc, bah, la notoriété de Monsieur Brard, le fait qu'il était président de Pornic-Aglo, donc c'est quand même 15 communes sur les 37 que compte la circonscription, ça me paraissait complètement pertinent. Notre, on va dire, enjeu commun sur lesquels on était complètement d'accord, c'était qu'on voulait éviter que la circonscription aille dans un extrême ou un autre, pour des questions, voilà, de rester modéré, de rester uni, puisque forcément, si on part dans un extrême ou à l'autre, c'est nécessairement plus clivant. Donc, cet enjeu-là, il était important pour nous. J'avais d'autres possibilités, hein. Professionnellement, j'étais pas contrainte, voilà, j'avais pas besoin absolument de ce travail de collaboratrice, puisque j'ai une vie professionnelle, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais auparavant, donc j'avais d'autres options. Mais sur le moment, ça me paraît être une bonne idée, mais je passe une nuit abominable parce que je suis travaillée. Donc, moi, j'ai une sensibilité plutôt centre-gauche. Monsieur Horry était centre-droit et donc Monsieur Brard centre-droit-droite. Et je me dis toute la nuit, mais Fanny, tu le connais pas trop. Est-ce qu'il va pas faire ça? Voilà, c'est un deal le temps des élections. Une fois les élections passées, bah, en fait, t'es pas prise en compte. Tu auras juste été utilisée. Et donc c'est une vraie préoccupation qui m'est pas très à l'aise. Mm. Et donc, le lendemain, je le rappelle et je lui demande à ce qu'on puisse échanger. Donc, on en discute, voilà, à cœur ouvert. Et dans sa réponse, je sens que je dois pouvoir lui faire confiance. Je vous dis, il reste quand même un petit temps d'observation derrière pour m'assurer que voilà, qu'il est bien honnête. Et aujourd'hui, je peux dire, voilà, c'était le cas. Et au-delà de ça, je dirais que pour moi, c'est vraiment une expérience que je trouve... parce que c'est vrai, vous voyez tous, aujourd'hui, on a quand même un rapport à la politique un peu désenchanté. Et je le comprends tout à fait. Mais là, dans ce cadre-là, on a été victimes tous les deux, hein, dans ce rapprochement, lui d'avoir été rejeté par une partie de sa famille politique parce qu'il allait trop à gauche, moi d'aller trop à droite. Donc c'est pas évident à porter, parce qu'il y a quand même un sectarisme ambiant qui est pas évident. Mais moi, je vois cette collaboration au quotidien où je me dis, bah voilà, effectivement, on n'a pas les mêmes sensibilités, mais on échange, on discute. On est des personnes de conviction tous les deux, mais bah, on a de l'écoute, on est des personnes de dialogue, et puis on arrive à échanger. Et puis après, bah, les règles, je les ai acceptées, hein. C'est lui le député, donc bah, voilà, au Tout à moment de fait, oui. voter, c'est lui qui tranche. Et c'est comme ça que j'ai accepté le deal. Donc voilà, j'accepte les règles. Et c'est quelqu'un du terroir également, donc qui a une connaissance du territoire et qui a beaucoup sûrement à apporter, hein. Et puis la collaboration doit être très, très intéressante du coup, hein.
Oui, mais alors ça, on ne sait pas à l'avance exactement quels vont être. Enfin, moi, je le connaissais pas suffisamment, mais il y a de nombreux points sur lesquels on se retrouve. Notamment effectivement celui-là, le fait d'être tous les 2 des personnes qui on est très attachés au terrain. Lui parce que c'est un élu local et c'est son fonctionnement, il a besoin d'un rapport direct et moi parce que, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement à la base, je suis issue des sciences humaines, je suis ethnologue, de métier. J'ai mon doctorat d'ethnologie et j'ai pratiqué de très longues années dans ce cadre-là et le terrain, c'est hyper important en ethnologie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la discipline, faut savoir, par exemple, un historien, il va travailler à partir d'archives écrites. Le sociologue de statistiques et l'ethnologue, lui, en fait, il va sur le terrain, il observe, il interroge, il participe même parfois et s'il fait des recherches bibliographiques, bien sûr. Et c'est à partir de tout ça, de cette matière-là qu'il a collectée, qu'il va produire son analyse. Donc, moi, j'ai aussi ça qui est viscéralement inscrit voilà, en moi. Donc, c'est quelque chose sur lequel ouais, on s'entend bien et on est assez raccord. Ça doit vous aider également à aller plus facilement à la rencontre des gens, j'imagine. Le fait d'être... D'avoir ce potentiel, d'avoir fait ses études en ethnologie, d'arriver à... Oui, 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 bah, effectivement, moi j'étais une personne, je dirais, plutôt timide, hein, jeune fille, mais c'est vrai que l'envie de bien faire mon travail aussi, ça aide à dépasser, à sortir de sa zone de confort. Donc effectivement, c'est un métier où on ne peut pas produire si on n'a pas rencontré, discuté, échangé, Ça. avoir la curiosité de l'autre, l'attention à l'autre. Donc c'est même si on a, on va dire, des aptitudes au départ, on apprend vraiment à les développer. Donc effectivement, ça aide. Et quelle est la différence entre ethnologue et anthropologue? Alors, c'est vrai que je dis ethnologue parce que c'est un terme qu'on emploie plus facilement, mais dans ma pratique professionnelle, il n'est pas très juste parce que ethnologie, c'est l'étude des groupes culturels. Et alors, c'était vrai un moment au début de la discipline, parce qu'il y avait effectivement des groupes culturels qui existaient, qui étaient vraiment très circonscrits, observables, distinguables d'autres groupes. Aujourd'hui, avec la mondialisation, etc. En plus, moi, j'ai travaillé en France. Je suis pas allée dans des pays, dans des contrées. Donc, l'ethnologie, c'est pas vraiment mon quotidien. Alors que l'anthropologie sociale et culturelle, c'est-à-dire l'étude d'un homme qui est pris dans un contexte social et culturel, ça oui, je vois très bien ce que c'est. Ça, je sais les identifier. J'en ai vu très nombreux. Donc, c'est vrai qu'anthropologue me correspond mieux. Et donc, vous avez monté un bureau d'études? Oui, alors j'ai travaillé une bonne partie de ma vie plutôt comme salarié, chargé d'études, chargé de mission pour des collectivités. Et puis, parce que j'avais dû arrêter mes études au moment du DEA, j'ai repris mes études quand j'étais maman, jeune maman, et que je travaillais à temps plein. Et donc, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2013. Et après, j'ai décidé de construire les choses autrement, professionnellement. Et donc, effectivement, j'ai créé mon bureau d'études. Alors, je faisais un peu la même chose, sauf que j'étais pas attachée à une collectivité, mais je travaillais pour différentes collectivités. Et puis, dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire que du coup, il y avait des appels d'offres auxquels il fallait répondre. Donc, c'est un peu différent d'entrepreneuriat, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous soyez passé justement de ce travail-là au travail de suppléante de députée? Alors, c'est à la fois le hasard et en même temps, c'est quand même un prolongement. Enfin, en tout cas, c'est un peu dans ces termes-là que s'exprimait Monsieur Horry, que j'ai rencontré à l'occasion d'une conférence. Je faisais une conférence sur des bouquins que j'avais rédigés. Et je le rencontre à cette occasion. On échange de choses un peu diverses. Lui, il est dans son premier mandat de député. Il m'invite à aller à l'Assemblée nationale. Donc je me dis, bah, pourquoi pas? Après tout, je ne connais pas. C'est vrai, je connais bien toutes les strates, communes, interco, départements, régions. Mais l'élu national, un peu comme n'importe qui, je vois ça depuis ma télé, un peu de manière un peu floue, quoi, un peu avec aussi potentiellement pas mal d'a priori. Mais donc je vais là-bas et ce jour-là, il me remet un rapport. C'est une mission d'information sur les aléas climatiques et les risques de submersion marine. Et je le prends poliment, bien sûr, ce rapport, mais je le consulte parce qu'il se trouve que dans le même temps, je suis également présidente d'une association, un groupement de scientifiques qui travaille notamment sur la mémoire de Xintia. Donc je regarde attentivement et je découvre à mon grand étonnement, je dirais,
D'abord, le type de mission qui était conduite. Je ne savais pas que ces productions existaient, hein, pour être tout à fait honnête. Et je me rends compte de la qualité du travail qui est mené, que c'est mené de manière transpartisane. Donc je me dis, bon, donc ils peuvent travailler les uns avec les autres. Et puis surtout, la méthodologie, elle correspond beaucoup à ce que je fais moi. C'est-à-dire qu'un député, quand il fait ce genre de mission, il va auditionner. Donc il va écouter tout un tas d'acteurs pour ensuite proposer des mesures. Et dans ces mesures, certaines sont reprises dans des propositions de loi, enfin voilà. Mais moi, je travaille de la même manière, sauf qu'avec la matière, je fais une expo, un bouquin, un article. Donc, je me reconnais beaucoup dans la méthodologie. Et lui, en fait, à ce moment-là, Monsieur Horry a un petit peu une idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de son mandat. Je lui ai confié par ailleurs que je cherchais une activité, mais vraiment sans arrière-pensée, parce que pour moi, c'est pas potentiellement un député qui va me confier une prestation, hein, du tout. Donc, mais c'est comme ça dans la discussion. Mais c'est vrai qu'il y avait eu le Covid, j'avais mon bureau d'études, mes enfants qui arrivaient aux études, je voulais ils aient la sécurité pour faire leurs études dans de bonnes conditions. Donc, je lui avais confié le fait que je cherchais une activité. Je m'interrogeais sur le fait de pouvoir avoir une activité salariée un peu en support, comme quand j'avais monté mon bureau d'études d'ailleurs, où j'avais eu une activité support quelques années, le temps d'avoir mon volume d'activité. Et là, je me réinterrogeais sur ça. Du coup, il m'invite à être collaboratrice en circonscription avec lui sur les 6 derniers mois de son mandat. Donc, c'est comme ça que je mets le pied à l'étrier, que forcément, je me trouve absolument passionnée par le sujet, parce que mon métier, quand même, on fait appel à moi avec souvent une vision de l'ethnologie qui est un peu folklorisante. C'est-à-dire que quand on me demande d'intervenir, c'est parce que il y a telle ou telle pratique qui est plus ou moins en train de disparaître et du coup, on veut un peu capter toute cette matière avant que... voilà. Et je trouve que c'est très intéressant, bien sûr, hyper enrichissant, mais un peu réducteur. Parce que pour moi, l'anthropologie, c'est une science du contemporain. Et là, pour le coup, je peux vous assurer qu'en circonscription, dans une permanence parlementaire, on est vraiment pleinement dans l'actualité. Donc là, je suis assez ravie, même si c'est pas toujours confortable, parce qu'il y a des gens qui sont éprouvés quand ils viennent voir le député, c'est qu'ils ont essayé tout un tas de recours auparavant, et donc c'est pas... Voilà, ils sont un peu à bout de nerfs parfois, avec tout l'agacement que certaines personnes peuvent avoir par rapport aux politiques. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment passionnant. Et puis, on sent en capacité d'agir, d'être utile. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc, arrive la nouvelle législature, et là, il me propose d'être collaboratrice et suppléante. Parce que c'est vrai que notre circonscription, on a souvent des députés qui sont élus des grosses villes littorales que sont Saint-Brévin ou Pornic, parce que c'est là qu'il y a la réserve, on va dire, de voix. Il y a beaucoup de monde, en plus des personnes qui ont un certain âge, donc qui votent. Mais souvent, ces députés, ils souffrent un peu d'un déficit de notoriété à l'est de la circonscription, zone que moi, j'ai parcourue de fond en comble. Donc voilà, un peu l'intention, et puis ça se passe bien entre nous. Donc voilà comment je me trouve embarquée dans cette nouvelle vie politique. Et est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, des obstacles, des gens qui vous ont un petit peu mis des bâtons dans les roues, ou vous avez été soutenu, encouragé dans la manière dont vous avez entrepris ces fonctions? Alors déjà, c'est tout de suite, on sent tout de suite que ça va pas être évident. Bon, moi, j'avais jamais fait de campagne auparavant. Donc là, distribuer des tracts, coller des affiches, avec les réactions qu'on peut s'imaginer sur les marchés, parfois de gens hyper agacés et qui se sentent agressés, même si je le fais d'une manière, voilà, enfin, je force en rien. Enfin, c'est ma technique à moi, qui est quand même une approche assez sobre, mais il y a tout de suite le stigmate du politique. Il y a tout de suite, alors que dans mon métier auparavant, forcément, je suis à l'écoute des gens, je valorise ce qu'ils font, donc j'ai une image qui est très positive. Là, tout de suite, je sens bien que c'est plus la même chose, quoi, que je suis rentrée dans autre chose. Donc un inconfort, je vous dis tout de suite que je ressens tout de suite. Après, il y a des bons moments aussi, il y a des choses qui sont positive, mais il y a quand même beaucoup ça, hein, tous ces a priori qu'on ressent et qui du coup on porte, hein, c'est plus nous qui projetons sur, mais on se trouve pris dedans. Donc il faut faire avec tout ça. Je pense que ce qui me protège quand même et qui fait que j'arrive à avoir un peu de recul, c'est justement ma formation en sciences humaines,
parce que je ne peux pas m'empêcher d'observer ça un peu en décalé, c'est-à-dire que je le vis et en même temps, je l'analyse, quoi. Enfin, Oui, oui. je l'interroge, Mm. et du coup, c'est un vrai sujet d'intérêt intellectuel, quoi, je Mm. dirais, en même temps. Et puis, en ethnologie, on a une méthode qui s'appelle l'observation participante. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation, on fait avec, et donc là, par moments, j'ai vraiment l'impression d'être Mm. dans ça. Donc ça vous permet d'avoir un peu plus de détachement et puis de ne pas prendre les choses forcément pour vous, forcément. Voilà, je pense que ça m'aide exactement dans ce sens-là, en effet. Êtes-vous issue d'une famille de politiciens, Fanny? Alors, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Mon père était ouvrier, hein, Mhm. électricien, et ma mère avait pas d'activité. Voilà, elle était, c'est une personne qui avait des problèmes de santé et qui était à la maison. Donc, pas du tout, D'accord. ni oncle ou quoi, personne de ma famille, non. Non, non, vraiment C'est pas. tout à votre honneur de vous engager Mm. dans cette voie. Ça vous permet quand même de garder du temps libre pour vous et vos proches, cette activité qui vous prend beaucoup de temps. Alors, je pense que ça n'aurait pas été possible il y a quelques années. Là, je crois que c'est aussi parce qu'un vide s'est installé. Ça, voilà, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 49 ans, mes enfants sont grands. Donc, il y a le fameux syndrome du nid vide, Oui. voilà, qui fait que, c'est vrai, à un certain âge, quand les enfants s'en vont, pour une femme et j'imagine un homme aussi, ce vide qui est laissé, surtout voilà, des enfants dont l'âge est très rapproché. Donc, Oui, quand l'un oui, part, l'autre tout de suite après. Donc là, c'est vrai. Vous n'avez pas perdu de temps. en très peu de temps, Mm. voilà, le vide est là. Et donc, il y a forcément un besoin de se sentir utile autrement, ailleurs, d'être active. Donc, du coup, c'est bien tombé, on va Mhm. dire. Et peut-être, oui, ça me fait plaisir de pouvoir. Alors, c'est très chronophage, en effet. Mm. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour les autres et pas beaucoup de temps pour moi. Mhm. Mais en même temps, c'est ce dont j'ai besoin aussi. Voilà, Oui, oui. ça me plaît voilà, de combler comme ça aussi. Et puis voilà, de donner du sens à ma vie autrement. Donc, c'est plutôt bienvenu. Ça doit donner envie à pas mal de femmes d'en faire autant, je pense. Vous allez être sûrement un modèle. Et du coup, le bureau d'études, il continue à vivre pendant ce temps-là ou il est mis un peu entre parenthèses? Alors, j'ai très vite compris, en fait, dès la campagne, enfin, donc j'ai eu ces 6 premiers mois de collaboratrice. Bon, là, j'étais à temps non complet, je maintenais les deux sans difficulté. Et puis la campagne commence et là, je vois qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Donc, en fait, les contrats que j'avais en cours, je m'arrange avec des collègues pour leur confier voilà, à la fin des travaux. Et puis, je me lance vraiment pleinement dedans. Alors après, j'ai pas fermé, j'ai pas clôturé tout ça non plus. Parce que vous voyez bien, de toute façon, c'est précaire. Je ne sais pas du tout de quoi sera fait demain. 2 ans après, il y avait une dissolution. Demain, je ne sais pas ce qui Mm. va se Oui. passer. Après, je pense que je suis assez lucide et j'ai senti ce deuil-là se faire. C'est-à-dire que je vous parlais du stigmate. Et c'est vrai que, en tout cas sur le territoire, j'ai plus la même image. Donc, prétendre demain faire la même chose, ça serait compliqué parce que j'ai perdu une forme de neutralité, même si j'étais la même personne auparavant. Oui. Mais peu importe, il y a quelque chose qui change. Et donc, je pense que ce serait quand même compliqué de reprendre les choses, en tout cas sur le territoire. Je crois. Lors de suppléances, donc vous êtes allé à l'Assemblée, vous avez été bien accueilli, vous avez trouvé que c'était impressionnant, il y a des petites choses qui vous ont marqué. Oui, alors moi, quand je vais à l'Assemblée, je ne siège pas. Je ne travaille pas dans les commissions, voilà. Sauf si demain, dans les contextes que je vous ai décrits tout à l'heure, j'étais amenée à. Mais sinon, moi, j'y vais. En général, quand j'y vais, c'est parce qu'il y a un travail de collaboration à faire avec mes collègues et ça nécessite d'être quand même un peu en interface. Quand des personnes de la circonscription viennent visiter, viennent sur Paris, dans ces cas-là aussi, je suis présente. Donc l'accueil, enfin l'Assemblée, le personnel est extrêmement poli, courtois. C'est quand même un cadre qui est très très plaisant. Voilà, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il n'y a pas de difficulté du Et tout. vous pourriez être amené à siéger en cas d'une absence prolongée de Jean-Michel Brard, par exemple? Dans les conditions que je vous décrivais tout à l'heure, oui, Oui, ça reste une oui, potentialité. Alors, d'accord. j'espère que, enfin voilà, Non, 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 on l'idée va pas c'est lui souhaiter du mal, le pauvre. non, du mal une Voilà. promotion. Oui. Mais Oui, oui, voilà. après, oui, on peut voir ça comme ça aussi. Mais là, voilà, c'était pas. Mais C'est pas son souhait de toute façon. Et puis, oui, Non. vous y préparez quand même au cas où vous savez que ça peut exister. bah, alors, le fait d'être collaboratrice fait que je suis dans les sujets. Donc, je suis Oui. au
courant Je suis au des courant, dossiers. voilà. Alors, Ouais. je travaille pas les choses de la même façon que lui. Je travaille vraiment en circonscription, mais voilà, je suis dans le bain. Donc, peut-être plus prête que ne le serait un suppléant qui n'a pas cette activité de collaborateur. Ça, Oui. c'est sûr. Oui. J'ai une question qui me vient. Tout à l'heure, on parlait beaucoup des affaires maritimes. Est-ce que vous êtes sensible à tout ce qui est écologie, implantation d'éoliennes, implantation de panneaux solaires dans les champs, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes amené à traiter des sujets de ce type en dehors des autres sujets pointilleux qu'on ne peut pas inventer quand on ne connaît pas déjà le domaine? Est-ce que vous êtes... Alors oui, alors moi j'ai une sensibilité déjà. Enfin, je vous disais, comme ethnologue, j'ai travaillé beaucoup sur des sites qui avaient une haute qualité environnementale. Le parc du Marais Poitevin, le lac de Grandlieu. Donc. Et puis j'ai une appétence pour ces sujets et mon travail ethnologique était quand même beaucoup centré sur la nature, l'environnement. Donc il y a quand même, voilà, à la base il y a ça. En plus, que ce soit Monsieur Horry ou Monsieur Brard, tous les deux font partie de la commission, parce qu'il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale, et eux, successivement, font partie de la commission développement durable et aménagement du territoire. Donc en fait, tous les sujets plutôt environnementaux, ils sont particulièrement travaillés. Donc, ils l'ont été par Monsieur Horry. Je vous parlais tout à l'heure de les risques de submersion marine. Là, actuellement, Monsieur Brard travaille sur une mission sur l'eau potable. Donc oui, ça fait partie, en tout cas, des sujets que traite la commission. Donc, forcément, nous, collaborateurs dans l'environnement de Monsieur Brard et préalablement de Monsieur Horry, on est au fait de ces sujets, voilà, puisque c'est particulièrement ce qui est travaillé. Sujets sensibles et traités. Voilà. Comme par exemple aussi à Pornic, avec l'histoire de la déchetterie. Pas de la déchetterie, je vous dis n'importe quoi. Excusez-moi, la station d'épuration, c'est un lapsus. Voilà, il y a pas mal de sujets sensibles qui ont aussi un rapport avec les affaires maritimes par rapport à la pollution de la mer, etc. Oui, alors là, on est pleinement sur ces sujets-là. J'imagine. Monsieur Brard est pleinement là-dessus, donc forcément, indirectement, je le suis aussi. Tout à fait. Bon, on parlera tout à l'heure un peu plus de votre place en tant que femme politique, mais on a l'habitude de faire une petite pause musicale au milieu de notre émission. Vous nous avez proposé, on demande souvent à notre invité de proposer une chanson ou une musique. Vous nous avez proposé Marcher droit de Solane. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Bon, déjà, c'est un rapport un peu immédiat. Enfin, c'est une artiste qui me plaît, des textes qui me plaisent. Je suis très sensible à la langue, donc voilà. Son univers musical également. Et puis cette chanson en particulier, parce qu'elle parle d'avancer avec intégrité et lucidité. Donc, ça fait partie des valeurs qui me sont chères. Donc, c'est une chanson qui est assez douce, mais vraiment déterminée. Et ça correspond assez à ce que j'essaye de mettre en œuvre au quotidien. Donc, voilà. Et je conseille à nos auditeurs de bien écouter jusqu'à la fin, parce qu'il y a une petite phrase à la fin, elle nous parle de ses grands-parents. Donc écoutez bien la chanson jusqu'à la fin. Nous écoutons donc Marcher droit de Solane. Pour la douceur de la veille et l'étoile de ma grand-mère, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Pour les souvenirs à Marseille et les yeux de mes grands-pères, je veux marcher droit, je veux marcher droit.
dos tatoué d'un amour que je retrace dans son sommeil. Je veux marcher droit, oui je veux marcher droit. Pour la petite que j'étais un jour, qui aimerait bien se voir vieille. Je veux marcher droit, oui je veux marcher droit. Doucement, lentement, mon orgueil je le fuis. Et doucement, j'attends d'en récolter les fruits. Quand j'étais toute bébé et que mon arrière-grand-mère voulait absolument que je fasse quelque chose, mon grand-père a dit un truc, et je le sais parce que mon père l'a filmé, il a dit La petite fille n'est pas un singe. Voilà, je le dis, elle voit comme elle veut. voilà. Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Jade FM dans La vie rêvée des femmes, animée par Sophie Evero, en présence de Fanny Pacro, notre invitée, qui est suppléante du député Jean-Michel Brard et collaboratrice, donc Jean-Michel Brard, ancien maire de Pornic. Fanny, comment vivez-vous votre place de suppléante et de collaboratrice, donc voilà. En général, comment pensez-vous que les femmes sont accueillies et acceptées en politique ? Alors, il y a plusieurs questions. Ma place en tant que suppléante, je la vis en responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a une élection, on a fait cette union avec Jean-Michel, donc moi je représente une sensibilité, donc j'essaye du mieux que je peux de veiller à représenter en fait cet aspect-là, attirer l'attention de Jean-Michel voilà, sur cette sensibilité aussi. Donc c'est voilà, en responsabilité, je dirais, collaboratrice avec beaucoup d'investissement, de rigueur, beaucoup d'implication, parce que voilà, comme je vous le disais, il y a beaucoup de sollicitations et on essaye de répondre. Alors, c'est pas toujours évident, et parce qu'on n'est pas une administration et le flot des sollicitations, il est assez irrégulier et parfois c'est vraiment la submersion. Donc c'est pas. J'aime être réactive, j'aime pouvoir apporter vite une réponse, mais c'est pas toujours possible. Donc j'essaye de faire au mieux aussi, voilà. En fait, c'est ça, et de répondre le plus possible, voilà, aux gens qui nous sollicitent. Et puis pour ce qui est de l'accueil et l'acceptation des femmes, plus ça va, moins je me pose les questions dans ces termes-là, c'est-à-dire. Je pense moins à comment on est accueilli, accepté, que comment nous, femmes, on s'y confronte et on s'implique là-dedans, en fait. Parce que je pense que j'ai souvent pensé dans ces termes-là, avec une vision un petit peu, un sentiment d'injustice aussi, parce que effectivement les choses sont pas toujours équitables, on entend des choses pas très agréables. Mais je me rends compte aussi que on peut forcer un petit peu une part de notre comportement pour que le système change. Et donc, c'est aussi notre manière d'aller vers ça, en fait, de nous positionner qui est importante. Donc, et je me suis rendu compte que parfois, j'étais peut-être pas assez affirmative, pas assez à me positionner. Donc, il fallait
parce que c'est des comportements peut-être aussi un peu intégrés. Enfin, il y a une part de ma personnalité peut-être. C'est difficile de dire, voilà, qu'est-ce qui est dans ma discrétion, qu'est-ce qui est dans ma timidité éventuelle. Enfin, Ouais. je suis moins timide que j'ai pu être, mais qui est ma personnalité ou qui est une sorte de conditionnement parce que voilà, il faut qu'on reste à notre place, on travaille dans la sphère plus domestique. Enfin, il y a tous ces aspects. Bon, là, c'est plus l'ethnologue qui parle, mais c'est vrai qu'on un conditionnement qui fait qu'on a des comportements et des attitudes. Donc là, j'essaye de me dire, mais peut-être que j'ai pas développé tous les comportements, toutes les attitudes. Il faut peut-être que j'aille chercher en moi des manières d'être qui sont différentes et que je connais pas. Et je pense que la politique, c'est une bonne manière de s'y essayer, en fait. Donc, vous vous remettez en question sûrement quelquefois. Et, vous avez peut-être l'impression parfois de manquer un peu d'assurance parce que c'est peut-être aussi, comme c'est quelque chose de nouveau, cette position, cette place, c'est peut-être ça, non Alors moi, et puis au-delà de ça, je dirais que d'un point de vue sociétal, on voit bien là actuellement avec les municipales qui se présentent, on voit bien que la difficulté, c'est de trouver des femmes, par exemple, parce que pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a l'impression, le sentiment de ne pas être assez compétente, de douter de soi. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez communément répandu. Mm. Et effectivement, si on veut que les choses changent, il faut qu'on change soi et qu'on prenne confiance, qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on n'attende pas que le système changera si on change nous aussi. En fait, tout Tout à fait. est un peu lié, quoi. Oui, il faut qu'on soit actrice, en fait, Oui, mais c'est pas de facile. cette société. Ouais. C'est pas facile parce que effectivement, on peut être très combative, très offensive même, mais peut-être on se complaît dans une zone où on n'est pas à la vue de tous aussi, et donc de passer un peu comme ça à la lumière, on est moins à l'aise. Là, du coup, on perd un peu d'assurance et il faut essayer de déporter un petit peu. Sans déborder sur un côté trop féministe, justement, parce que quelquefois, c'est ce qui fait un petit peu fuir même certains hommes qui se retrouvent avec des femmes en général qui militent. Voilà, il faut pas se laisser faire. Mais après, c'est vrai que il arrive que des femmes soient un peu trop féministes et que du coup, elles soient mal perçues également. Donc après, je ne sais pas si vous rencontrez ce genre de personnes, mais il faut trouver, je pense, un juste milieu entre l'assurance, le fait de s'affirmer, tout en restant à sa place de femme. Et du coup, en tant que femme, justement, qui a fait des études, de la recherche, qui a monté son bureau d'études, est-ce que vous disiez tout à l'heure, on entend des choses pas très agréables, est-ce que vous avez été victime de discrimination sexiste? On entend des choses, on passe à côté oui, enfin, oui, forcément, dans une vie, voilà, j'ai 49 ans, des choses, j'en ai entendu. Et puis, oui, plein de choses, de petits détails où effectivement, où on pense qu'on va pas avoir parce qu'on n'est pas suffisamment considéré, parce qu'on est femme. Enfin, je me suis entendu dire une fois que par rapport à un projet pour lequel il fallait un pilote, que j'étais plus hôtesse que pilote, par exemple, vous voyez. Et donc, Ah oui. mais n'empêche que je l'ai pas eu. Oui, des blagues un peu. Mais des blagues, mais qui sont pas que des blagues, puisque concrètement, après, C'est effectivement, comme ça que ça se j'ai passe. pas piloté le projet, Ouais. donc c'est pas que de la blague. Donc ça, oui, ça peut arriver. Oui, mais c'est des mauvais jeux de mots, ce genre de choses. Je pense que ça peut. Ouais, mais c'est vrai que dans le flot d'une discussion, c'est jamais évident de répondre à ça. Il faudrait avoir et la décontraction, la petite touche d'humour. Mais si on relève trop, eh ben c'est vrai qu'on peut dire oh, bah, elle a pas d'humour. Si on s'énerve, voilà. Enfin, c'est quand même compliqué dans le quotidien. Surtout que moi, je pense que, enfin, enfant, on s'imagine pas. Enfin, on s'imagine que on va pas avoir ces difficultés-là. Moi, j'ai pris conscience au fur et à mesure où les choses me sont arrivées que oui, là, c'est de la discrimination, mais à aucun moment je pensais que Oui, voilà. vous n'aviez pas d'a priori. Non, voilà. Mm. Mais j'ai fait le constat que oui, ça arrive, ça arrive. Donc voilà. Après, comment on réagit, comment on s'adapte à ça, une fois qu'on a pris conscience de où ça porte, comment ça se présente et comment on essaye de s'adapter pour limiter quoi, et puis exister. Et dans le milieu politique? Dans le milieu politique, comme ailleurs, je dirais. Enfin, Comme je ailleurs. pense pas plus qu'ailleurs. Avez-vous des projets ou des envies de travail plus particulièrement axés justement sur la lutte contre les discriminations sexistes, sur la protection des femmes ou sur un autre sujet concernant les femmes? Alors non, et je pense que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que
Un peu comme l'écologie dont vous parliez tout à l'heure, je pense qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas circonscrire à un projet ou à un événement, et ça relève plutôt d'une attention constante, d'une vigilance permanente en fait. Donc il faut le porter tout le temps en toute chose pour vraiment tout innerver avec cette intention-là, la d'équité en l'occurrence. Mais l'écologie c'est pareil, hein, c'est pas voilà à un moment donné et puis après non. Donc je pense que c'est en permanence. Il faut qu'il y ait un équilibre. Je ne sais pas si vous savez que les 21 et 22 novembre auront lieu à Paris les Journées nationales des femmes élues. Vous pensez qu'il est important que les femmes se fédèrent en politique? Je pense que c'est utile pour échanger des expériences, faire des constats communs, trouver des lignes d'action. Mais il ne faut pas s'enfermer non plus dedans. Enfin, pour faire évoluer les choses, il faut aussi aller au-delà. Donc, c'est important à un moment donné de partager au-delà et que les hommes soient nos partenaires sur ces questions. Donc, c'est important parce qu'on a des expériences communes. Donc, il faut effectivement échanger. Mais après, il faut aller... porter ça au-delà, le partager avec les hommes et en faire des alliés sur ces causes-là, quoi. Bon, très bien. Vous avez abordé avec nous votre parcours et votre rôle en tant que femme suppléante d'un député et collaboratrice. Et d'ailleurs, merci de nous avoir éclairé sur ces sujets. Est-ce que vous avez autre chose dont vous voudriez nous parler, Fanny ? Puisqu'on parle de femmes et qu'on parle de politique, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que dans quelques mois maintenant auront lieu les municipales 2026. Donc, comme je le disais, je pense que c'est l'occasion pour les femmes d'essayer de bouger un peu leur ligne pour faire que le système bouge un peu, de prendre confiance en elles et puis pas d'attendre que, parce qu'il y a la parité, qu'on vienne les débusquer chez elles à force d'arguments, mais qu'elles se sentent la force d'y aller, d'aller au-devant des candidats, des listes qu'elles se proposent, qu'elles montrent des choses, qu'elles s'impliquent, qu'elles s'aventurent. Vous encouragez les femmes à devenir mères, en fait. Par exemple. En plus d'être mère. En plus d'être mère. C'est joli, Sophie. D'ailleurs, je rappelle qu'à Pornic, nous avons une mère, Claire Hugues, qui est donc suite au fait que Jean-Michel Brard soit devenu député et devenu, du coup, maire de Pornic. Vous savez qu'à chaque fois, nous proposons des livres dans notre émission. Donc j'ai fait une petite recherche sur les femmes en politique. Alors j'ai trouvé Femmes en politique, Femmes avec un S, en politique de Christine Kelly, qui est un roman aux éditions du Cherche-Midi. Et également Femmes d'exception de Chiara Pascaletti Johnson aux éditions L'Imprévu. C'est vrai que j'ai offert à ma maman, moi, il y a quelques années, pour Noël, un livre sur les femmes d'exception françaises. Et elle a beaucoup apprécié et ça lui a donné confiance en elle, en fait. Donc, je pense que c'est important de savoir qu'il y a des femmes qui ont fait des grandes choses. Et puis, nous vous avons demandé, Fanny, s'il y avait un livre dont vous aviez envie de nous parler. Donc, vous m'avez cité L'Almanach d'un comté des sables de Aldo Léopold aux éditions Flammarion. Aldo Léopold a consacré sa vie à observer la nature autour de chez lui, notamment dans le comté des Sables, aux États-Unis. Il mesure l'empreinte de l'homme sur les écosystèmes et en déduit la nécessité d'un changement de regard. Et il dit, j'ai beaucoup aimé cette phrase, « La terre doit être traitée avec respect ». Pourquoi ce livre, Fanny ? Parce qu'il m'a beaucoup marqué. Il est toujours un peu présent en fait en moi. C'est un style qui est très simple, c'est très élégant. C'est un texte qui invite à ralentir, à écouter le vivant. Et il me touche parce qu'il y a à la fois de la poésie, de la science, de l'éthique. Donc c'est une vraie leçon de respect du monde. C'est très élégant. C'est vraiment une écriture qui marque, mais très simple. Et qui fait la synthèse de l'environnement, la nécessité de le protéger, mais qui n'aimait pas la chasse et la prédation comme des choses forcément antagonistes, enfin qui arrive à faire la synthèse de tout un tas de choses. Donc je trouve que pour ça, c'est un livre qui est important. En toute simplicité d'ailleurs, vous n'avez pas cité vos livres, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages. On a fait des petites recherches avec Sophie, on a regardé un petit peu qui vous étiez. Et j'ai trouvé, par exemple, Helmut et ses bestioles aux éditions d'Issy Larrey, collection portrait,
ou encore Les Macres et le lac de Grandlieu, ou La Mâche dans tous ses états, qui sont chez le même éditeur. Si vous deviez me conseiller un seul de vos livres, lequel ? C'est pas facile, hein, parce que ce sont pas mes bébés, mais alors, Les Macres et puis La Mâche, c'est un travail ethnobotanique, donc un travail... bon, pour les botanistes, ça aura plus d'intérêt. Helmut et ses bestioles, il y a une aventure humaine aussi là. C'est la rencontre, il y a quelques années déjà, d'un taxidermiste polonais. Donc, c'était un jeune Polonais qui s'est fait enrôler dans l'armée allemande un peu malgré lui, de force. L'armée allemande recrutait dans le voisinage, on va dire, très tôt, donc 16-17 ans, il s'est trouvé embarqué. Et puis, il est resté prisonnier dans le secteur. Il avait perdu... ses parents, enfin, le retour en plus en Pologne était impossible parce que les Russes occupaient le terrain, enfin, c'était intenable. Donc il est resté sur le pays de Ré, avec, vous imaginez, donc prisonnier de guerre, il avait été dans l'armée allemande, autant vous dire que c'était pas une identité très facile. Et donc c'est quelqu'un d'assez isolé, un peu un être en marge, et son père était garde forestier. Et il lui avait appris à naturaliser les animaux. Donc en fait, il a commencé à faire une collection d'oiseaux naturalisés. Qui est devenu quasiment pas sa famille. C'est difficile à partager ça, mais c'est vrai qu'il s'est entouré, il a peuplé son univers de ces oiseaux, en fait, qu'il connaissait très bien. Et donc, cette collection, elle a été présentée sur la commune de Saint-Philbert de Grandlieu très longtemps. Maintenant, elle est un peu remisée, et puis on lui cherche un peu un avenir. Moi, j'avais des gros a priori par rapport à genre de collection, parce que voilà, ça faisait un peu serial killer. Mais j'ai appris à connaître le personnage et à voir le lien qu'il avait pu tisser, tout l'affectif qu'il mettait. Et en fait, très vite, quand il m'a parlé de sa collection, je me revoyais petite avec toutes mes poupées au pied de mon lit. Et alors, mais c'est exactement le rapport qu'il avait avec ces oiseaux. Et alors, donc après... Vous voyez, j'aime bien ça quand un point de vue change aussi, quand on est amené à sentir sa pensée bouger. Et là, il m'a permis d'évoluer par rapport à ça. Alors, je dis pas que toutes les collections ne sont pas conçues comme ça et pensées comme ça, mais la sienne, en tout cas, elle est extrêmement touchante, très poétique aussi. Donc, c'est l'histoire de cette collection, de cet homme. C'est un ouvrage qui a été fait après sa mort. Donc, Donc c'est un peu un roman autobiographique. Vous l'avez questionné de son vivant? De son vivant, je l'avais questionné. Et après sa mort, en fait, j'ai eu une mission en Pologne. Et donc moi, je suis retournée en Pologne, alors qu'il lui-même n'y est jamais retourné de son vivant, pour interroger des proches, des voisins, des anciens amis. Et c'est de la reconstitution, voilà, avec ces bribes de souvenirs et ce petit travail que j'avais fait avec lui, qui a été possible de faire ce bouquin, quoi. C'est une très belle histoire. Oui. Voilà. Donc c'est Helmut et ses bestioles aux éditions d'Issy Larrey, collection Portrait. Exactement. Bon, je pense que nous avons fait le tour. En tout cas, nous avons été ravis de vous recevoir, Fanny. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre expérience. Et donc voilà, je suis très contente, et Véronique aussi. Oui, merci Fanny, c'était très riche, très intéressant. Et on découvre un univers qu'on connaît peu, en fait, aussi bien au niveau de l'ethnologie que de la politique. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir Sophie. Au revoir Véro. Au revoir Fanny. Au revoir Véronique, au revoir Sophie, merci pour votre accueil. Et nous nous retrouvons le mois prochain, le mercredi, toujours, premier mercredi de chaque mois à 15h pour un nouveau numéro de La vie rêvée des femmes sur Jade FM 99.7. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.